Alors que les négociations entre Washington et Téhéran ont débuté, l'ancien commandant général de l'armée américaine en Europe a assuré que l'envoi de troupes états-uniennes serait un désastre. Vladimir Alexeïev, un haut responsable du renseignement russe, a été blessé par des tirs à Moscou. Le Kremlin parle d'un acte terroriste perpétré par Kiev. Le Portugal, touché par la tempête Leonardo, doit faire face à une crise dévastatrice, a prévenu le Premier ministre Luis Montenegro. L'Iran et les États-Unis tiennent à partir de ce vendredi à Oman des discussions indirectes. Si le contenu des pourparlers est toujours flou, les deux pays pourraient aborder le programme nucléaire de Téhéran. Mais l'ancien commandant général de l'armée américaine en Europe, Ben Hodge, a déclaré à Euronews qu'il ne s'attendait pas à des résultats significatifs. The Iranians are playing the game. They see that the U.S. president really does not want to do anything, and also that the Americans have not thought through what comes after a potential strike. I mean, we're good at the strike part, but we're not very good traditionally at figuring out what comes after that. Bien que les États-Unis aient renforcé leur capacité dans la région, leurs alliés régionaux s'opposent à une frappe car ils souffriraient de représailles iraniennes, assure Ben Hodge. Il ajoute qu'il est, lui aussi, opposé à l'envoi de troupes au sol. The president and his administration have not prepared the American people for another war. I mean, he campaigned on no never-ending wars, you know, and in fact, the idea of going into Iran with troops would be in my view, would be a disaster. I mean, you're talking about a very large country, and for what purpose? Les cycles de négociations précédents ont été réduits à néant après la guerre des 12 jours déclenchée par Israël en juin dernier. Vladimir Alexeïev, un haut responsable du renseignement russe, a été touché par des tirs ce vendredi matin dans un immeuble résidentiel dans le nord-ouest de Moscou. Selon le comité d'enquête russe, une personne non identifiée a tiré plusieurs coups de feu et s'est enfuie des lieux. La victime, à elle, était immédiatement hospitalisée. Une enquête pour tentative d'assassinat et trafic d'armes a été ouverte. Vladimir Alexeïev est le premier chef adjoint de la Direction générale des forces armées de la Fédération de Russie. Il a souvent été décrit comme une figure clé supervisant les sociétés militaires privées du pays, négociant par exemple avec le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigojine, lors de la mutinerie du groupe à l'été 2023. Il a également été accusé par le Royaume-Uni et l'Union européenne d'avoir orchestré l'attaque chimique au Novichok à Salisbury en 2018, qui visait le double agent russe Sergei Skripal et sa fille. Et selon Kiev, il serait aussi responsable de l'application des frappes aériennes sur l'Ukraine et de la légitimation de la présence russe dans les territoires occupés par l'organisation de référendums. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a qualifié cette attaque d'acte terroriste qui aurait selon lui été perpétrée par l'Ukraine dans le but de perturber le processus de négociation pour mettre fin à la guerre. Le Premier ministre polonais Donald Tusk est arrivé ce jeudi à Kiev à l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La visite a débuté par des actes symboliques et de commémoration. Les dirigeants des deux pays ont ensuite signé une lettre d'intention sur la production conjointe d'armes et de munitions. Donald Tusk a également annoncé la mise en œuvre d'un autre programme d'aide d'une valeur de 200 millions de zloty qui comprendra principalement des équipements blindés pour l'Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a remercié Varsovie pour son aide et rappelé les conditions de vie de milliers d'Ukrainiens privés d'électricité et de courant. Codziennie praktycznie Rosjanie próbują zniszczyć w naszych miastach, w naszych wsiach możliwość istnienia w ogóle, przebywania. I bardzo ważne dlatego dla nas jest to, że nasi partnerzy są dziś z nami, są dziś tutaj, wspierają Ukrainę i Ukraińców. Malgré les déclarations de suspension des attaques pendant l'hiver, les Russes continuent de bombarder les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Selon les autorités locales, plus de 1100 bâtiments à Kiev sont sans chauffage ni électricité, alors que les températures nocturnes avoisinent les moins 20 degrés. Le gouvernement polonais a envoyé 379 générateurs électriques et 18 appareils de chauffage. Plusieurs centaines d'autres ont été donnés par des ONG. L'armée néerlandaise compte désormais une nouvelle recrue de marque. La reine Maxima, 54 ans, épouse d'origine argentine du roi Willem-Alexander, a commencé cette semaine une formation pour devenir membre de réserve de l'armée de son pays d'adoption. Alors qu'elle cherche à renforcer ses effectifs pour contrer les craintes croissantes concernant la paix et la sécurité en Europe.
Selon la Maison royale d'Orange, une fois sa formation terminée, elle recevra le grade de lieutenant-colonel et sera déployée là où cela sera nécessaire. Le nouveau gouvernement de coalition néerlandais, qui devrait prêter serment dans le courant du mois, prévoit de renforcer les effectifs militaires du pays, qui passeront de 70 000 à 122 000 personnes. La Maison royale d'Orange a déclaré que la reine, comme beaucoup d'autres, souhaite contribuer à cette sécurité. Maxima suit les traces de sa propre fille dans l'armée. La princesse Amalia, héritière du trône néerlandais, a terminé le mois dernier sa formation militaire de base en tant que réserviste volontaire. Les membres de la famille royale à travers l'Europe ont pour tradition de s'enrôler dans l'armée, et ce depuis peu, quel que soit leur sexe. Un attentat suicide a tué au moins 31 personnes et en a blessé près de 170 lors des prières du vendredi dans une mosquée chiite de la capitale pakistanaise, Islamabad. Ce bilan est encore provisoire et devrait s'alourdir, ont déclaré des responsables de la police et du gouvernement. Le président pakistanais Asif Ali Zardari a qualifié cet attentat de crime contre l'humanité. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais les soupçons se portent sur plusieurs milices actives dans le pays, notamment les talibans pakistanais, des affiliés de l'État islamique au Khorasan ainsi que des séparatistes baloutches. Le Pakistan a été confronté à une résurgence d'actes terroristes, ciblant en particulier les minorités religieuses, les forces de sécurité et des lieux publics. En novembre dernier, une explosion suicide devant un tribunal d'Islamabad avait déjà fait plusieurs victimes. Le Premier ministre Shehbaz Sharif a ordonné une enquête approfondie. Le ministre de l'Intérieur a demandé de son côté que les blessés, dont certains sont gravement touchés, reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles. La péninsule ibérique a de nouveau été touchée par des précipitations records ce jeudi, drainées par la tempête Leonardo, qui a fait au moins un mort. Alors que le Portugal s'apprête à voter pour le second tour de l'élection présidentielle ce dimanche, le Premier ministre a reconnu que son pays faisait face à une crise dévastatrice. Portugal enfrenta desde o dia 28 uma catástrofe sem precedente e ao impacto dessa tempestade junta-se agora uma outra, também com registro histórico comparável em termos de pluviosidade a tempos já muito passados. Por isso esta é uma oportunidade para nós mostrarmos toda a nossa capacidade, para mostrarmos a capacidade de Portugal e a capacidade dos portugueses. Esta é uma crise devastadora, é uma crise que vai impor processo de recuperação que será longo. Après plusieurs jours de pluie torrentielle, le niveau du Tage qui se jette dans l'océan Atlantique près de Lisbonne a doublé et a débordé dans de nombreuses zones. Dans le centre du pays, la protection civile de la région de Santarém a relevé le risque de crue au niveau rouge, soit son niveau maximal, et des autorités ont ordonné l'évacuation des habitations situées le long du fleuve. Des coupures de courant ont été signalées dans tout le pays, les écoles et les administrations ont été fermées et les transports publics sont perturbés. Le Portugal et l'Espagne sont en première ligne du dérèglement climatique en Europe et connaissent ces dernières années des épisodes de pluie de plus en plus fréquentes et des vagues de chaleur de plus en plus intenses. Quelques jours après la nouvelle vague de révélations dans le dossier Epstein, le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté ses excuses aux victimes pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington, malgré ses liens avec le criminel sexuel. Dans un discours prononcé ce jeudi, il a déclaré que Peter Mandelson avait présenté Jeffrey Epstein comme quelqu'un qu'il connaissait à peine. « Je suis désolé pour ce qui vous a été fait, désolé d'avoir cru à ces mensonges », a-t-il assuré. La veille, il avait reconnu être au courant des liens entre les deux hommes, mais a affirmé que l'ex-ambassadeur avait menti sur l'étendue de ces liens. I regret making the decision to have appointed him in the first place. Had I known at the time what I know now or knew in September, I'd have never done it. And that's why today I've apologized for the fact that I appointed him in the first place and I believed his lies. Keir Starmer subit désormais une pression croissante, mais a assuré qu'il avait l'intention de poursuivre son travail et de rester à son poste. En septembre dernier, la publication d'emails démontrait que Peter Mandelson avait entretenu des liens amicaux avec Jeffrey Epstein après sa condamnation en 2008 pour des délits sexuels impliquant des mineurs. Après les récentes révélations, l'ex-ambassadeur a annoncé sa démission de la Chambre des Lords. Les tensions restent vives à Minneapolis, bien que le gouvernement fédéral ait réduit le nombre d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, dans la capitale du Minnesota. Les raids et les contrôles d'identité dans les rues se poursuivent.
Dans ce contexte de contrôle accru et face à la présence policière, la colère des habitants monte. Certains s'organisent pour avertir de l'arrivée de la police de l'immigration en klaxonnant, en criant ou en utilisant des sifflets. Jeudi ont même eu lieu des affrontements entre les habitants et des agents masqués et lourdement armés. Les incidents ont été filmés avec des téléphones portables pour répertorier les faits en cas de violence policière. Les habitants affirment qu'ils ne céderont pas tant que l'ICE ne quittera pas Minneapolis. Le Parti démocrate a apporté son soutien aux manifestants. À la Chambre des représentants, le parti de gauche menace de ne pas approuver le budget si l'administration Trump n'apporte pas de changements radicaux à sa politique d'immigration. En cas de fermeture partielle du gouvernement, les employés du département de la sécurité intérieure ne seraient pas non plus rémunérés. Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina vont de nouveau relancer le débat autour de la présence des athlètes israéliens. Jeudi soir, plusieurs dizaines de manifestants étaient présents à l'arrivée de la flamme olympique à Milan pour afficher leur opposition à cette participation. Israele che sta commettendo un genocidio e siccome viene ospitata anche in queste Olimpiadi, noi non siamo d'accordo. Selon eux, si les athlètes russes ne sont pas autorisés à défiler sous leur bannière nationale en raison de l'invasion de l'Ukraine, les athlètes israéliens ne devraient pas non plus être autorisés à le faire. Les manifestants ont finalement laissé passer la torche qui a rejoint la cathédrale de Milan. La flamme olympique sera allumée ce vendredi à San Siro, marquant le début des 25e Jeux olympiques d'hiver qui dureront un peu plus de 2 semaines.